Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission des Fans du crédit. On enregistre aujourd'hui une table ronde sur le sujet de la communication dans le métier de l'intermédiation bancaire, communiquer différemment. Alors, l'intermédiation bancaire, les courtiers en crédit sont beaucoup sortis de l'ombre au moment de la crise des subprimes, la crise financière, parce qu'ils ont été les seuls à prendre la parole à ce moment-là, ce qui leur a donné effectivement une visibilité qui leur a permis ensuite de poursuivre dans le développement de leurs activités et le développement de leurs enseignes. Néanmoins, cette thématique de la négociation des taux, de la situation des crédits, elle les a forcément un peu emprisonnés dans ces sujets-là. Et du coup, aujourd'hui, la notion de concurrence a beaucoup changé. Ils sont non seulement mis en concurrence entre eux, mais mis en concurrence avec les banquiers et mis en concurrence éventuellement avec des solutions alternatives de financement. Tandis que la période actuelle que nous traversons déjà depuis 3 ans est marquée par une contraction des activités dans nos métiers de base, la notion de communication doit s'adapter absolument à ces évolutions pour passer d'un modèle one-shot à sans doute un modèle qui s'adapte non plus au projet du client, mais à la vie du client et à la relation clientèle en général. Pour évoquer toutes ces tendances actuelles et puis des solutions et des expériences, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table plusieurs experts et expertes. Donc, on va commencer par Tiffany Fasset. Tiffany, directrice marketing Opinion System. Exactement, bonjour Bruno, bonjour à tout le monde. Voilà, Loïc Benayoun, fondateur et dirigeant de la société Card PM. Voilà. Carte de visite digitale. Merci Bruno pour cette invitation. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Alors, Cédric Tessman, j'ai bien prononcé Cédric? CRO, Chief Revenues Officer, c'est le patron des ventes en fait de chez Arturin. Et du marketing, oui, le directeur marketing intelligent pour les réseaux sociaux. D'accord. Et enfin, Hermine Pillet. Hermine, bonjour, fondatrice du Millepertuis. Exactement. La narration d'entreprise. On va vraiment s'attarder un poil à un moment, parce que c'est quelque chose d'assez particulier et c'est la raison de ta présence ici. Merci. Alors, je vais revenir rapidement peut-être pour préciser vos activités les unes les autres et présenter un peu vos entreprises. Tifa. Alors, Opinion System, ça fait 15 ans qu'on existe, on est basé sur le bassin d'Arcachon et on aide les professionnels du service à travailler, à mesurer leur satisfaction client et puis en dehors de la mesurer, c'est de la diffuser pour les aider en fait dans leur quotidien à se démarquer, à faire parler d'eux, à valoriser leur travail pour ce soit pour les agents immobiliers, pour les courtiers en prêt immobilier, mais on travaille aussi avec des professionnels du service à la personne et puis les assurances aussi, depuis le début de l'année où on vient travailler sur ce secteur-là. Merci. Loïc, Card PM. Alors, pour nos auditeurs, c'est peut-être pas forcément une inconnue, mais ça fait du bien de rappeler un petit peu des basiques. Ça fait du bien de rappeler, en effet. Donc, Card PM, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. On est sur le secteur de la dématérialisation des cartes de visite. Donc, on fait des cartes de visite digitales. Donc, et aussi tout ce qui est cartes de visite NFC. On est beaucoup dans le secteur immobilier, mais pas que. On travaille aussi avec les assureurs, on travaille avec toute société en fait qui souhaite se digitaliser, comme on aime à le dire, jusqu'au bout des ongles, donc jusqu'au bout de la carte de visite. Et on fait aussi maintenant tout ce qui est plaque pour les avis clients. Oui, les petits QR codes exactement, qu'on scanne à la sortie de l'entretien. Exactement, tout à fait. Voilà, et on se développe aussi à l'international, doucement mais sûrement. D'accord. Cédric, Arturin, là aussi, ouais. Un petit peu connu quand même. Bientôt 10 ans qu'on a créé l'entreprise. J'ai que des dizaines ici alors, donc tout va bien. Une dizaine, ouais. Je savais bien que je faisais vieux dans l'histoire. Bientôt 10 ans qu'on a créé l'entreprise. On aide donc les TPE-PME dans l'assurance, l'immobilier, expertise comptable, avocat, à en fait développer leur communication digitale à travers donc les réseaux sociaux, des newsletters, les sites internet,
les avis. Et l'idée, c'est de leur apporter la visibilité et la crédibilité dont ils ont besoin pour faire en sorte de développer leur business, puisqu'on va le voir, j'imagine, aujourd'hui, mais ça ne suffit plus d'avoir un site internet classique. Maintenant, il faut être présent partout. Et c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc Arthurine est là pour les aider. Alors, non seulement ça ne suffit pas forcément, mais encore faut-il avoir un bon outil et savoir bien s'en servir. On va voir effectivement plus en détail tout ça. Hermine, la narration d'entreprise. Alors, dis-nous un petit peu en quoi ça consiste. Loïc, c'est les entreprises qui souhaitent se matérialiser et inscrire leur histoire. Donc moi, j'accompagne les entreprises dans la conception et la rédaction de livres qui racontent leur histoire ou un projet particulier. Donc je vous en ai amené pour qu'on voit bien que c'est des vrais livres en papier. Et donc, je vais accompagner les entreprises de la phase de conception éditoriale. Donc, c'est le moment où on se pose autour d'une table pour se dire qu'est-ce qu'on va dire dans ce livre, à quoi ça va servir, à qui est-ce que ça s'adresse. Puis ensuite, je vais faire tous les entretiens avec les salariés, les anciens de l'entreprise, et puis la rédaction. Et ensuite, monter une équipe éditoriale avec une correctrice, une graphiste, un imprimeur, un photographe, et piloter le projet jusqu'à ce que ça devienne un livre imprimé, édité, qui peut être diffusé soit en interne auprès des salariés, soit plus largement autour de l'entreprise. Donc ça peut être adressé à ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, en fonction de l'objectif. Oui, justement, on reviendra un moment là-dessus avec cette matérialisation, mais et on reviendra avec chacun d'entre vous sur l'objectif. Et à quelle occasion, parce que la communication, c'est toujours la même chose, ou le marketing, c'est le bon outil au bon moment, pour la bonne entreprise. Hein, oui. C'est ça. Alors, les outils pour les courtiers, même si on n'est pas tous full digital, c'est bien évidemment l'avènement du digital depuis déjà quelques années. Internet d'abord, puis énormément les réseaux sociaux. Et je dirais même que dans les réseaux sociaux, il y a encore des évolutions qui sont en train de se produire. On est passé d'un site où l'affichage étaient principalement les taux négociés pour essayer d'attirer, voire même certaines enseignes ont fait un peu la course au nombre de points de vente pour essayer de se montrer plus à son avantage. C'était l'information essentielle. Alors aujourd'hui, je sais pas, Cédric, la tendance des sites aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux et les passerelles entre Internet et les RS, dis-nous un petit peu ce qui se passe là. En fait, on passe de sites qui étaient relativement classiques au besoin en fait de les modifier et de créer des synergies avec les réseaux sociaux. Sur les sites, on affichait les taux, généralement, comme vous le disiez. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire vivre ce site internet. Ça va passer par les témoignages clients, les réussites, les avis et aussi du contenu pédagogique et du contenu qui est toujours en mouvement. Et c'est ça, en fait, la force aujourd'hui qu'il faut travailler sur son site internet, c'est de faire en sorte que le contenu soit suffisamment pédagogique pour attirer sur son site internet. Mais pour attirer, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et le chemin aujourd'hui qu'utilise le consommateur, c'est d'abord, je vais trouver mon courtier sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Ensuite, je vais aller vérifier sa crédibilité sur le site internet. Donc, je vais voir les témoignages, les avis, ça va me rassurer. On va voir après avec exactement. Et ensuite, à la fin, je vais contacter ce professionnel parce qu'il est suffisamment crédible grâce au contenu des réseaux sociaux et de son site internet. Donc, il y a vraiment un besoin d'être très présent sur les réseaux. On va peut-être le voir après, les règles de diffusion sur les réseaux, mais on parle de 2 à 3 posts par semaine sur chaque réseau qui vont permettre d'attirer suffisamment de trafic derrière sur le site internet. Alors, il se trouve que j'ai lu une étude ce week-end qui est sortie. C'est un concurrent, enfin pas tout à fait, c'est HubSpot qui a sorti une étude, justement sur les comportements avec tous ces éléments-là, et c'est particulièrement intéressant d'avoir ces éléments en tête. Par contre, aujourd'hui, tu l'évoquais, contenu, machin. Pour la visibilité, il n'y a pas que le contenu. On verra la forme du contenu aussi, selon qu'on met du visuel, de l'image, du film, enfin de la vidéo. Mais il y a aussi les moteurs de recherche, les algorithmes des moteurs de recherche. C'est très important, parce qu'à un moment, ça changeait tous les 4 matins. Je croyais avoir trouvé la formule magique, j'étais en première page, et puis, boum, ça y est, je suis redescendu.
Ça change tout le temps. En fait, on estime qu'il y a plusieurs centaines de critères en fait pour le référencement sur les moteurs de recherche. On a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui font une recherche sur Google avant de contacter un prestataire, quand ils sont en recherche de leur service, de la personne qu'ils vont contacter. Donc 8 Français sur 10, c'est énorme. Il faut évidemment être bien référencé. Et en plus, maintenant, on a l'arrivée des plateformes IA qui changent aussi la manière dont on fait les recherches. Avant, c'est vrai qu'on allait directement sur Google pour le faire, et maintenant on utilise toutes les plateformes, ChatGPT, Claude, le Gemini aussi, la plateforme de Google. Et maintenant, il faut même travailler son référencement pour bien remonter dans les plateformes IA. Donc, c'est un double travail qu'il faut faire sur le site internet pour être bien présent sur les moteurs de recherche et sur les plateformes IA à côté. Alors, je m'appesantis beaucoup avec toi là, sur cette partie-là, parce que c'est important. Cette notion d'intelligence artificielle, beaucoup d'acteurs l'utilisent pour la création de contenu, voire même pour de la programmation de contenu, etc. On voit que c'est pas toujours parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, les algorithmes des moteurs de recherche ou d'identification, allez, utilisez-moi, vous allez m'excuser de l'utilisation du terme, mais défoncent ces usages-là parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas la plus grande pertinence, ou est-ce que ça passe encore en ce moment dans les canaux de critères de visibilité des moteurs de recherche? Vous voulez dire le référencement sur les sites internet ? Oui, le référencement sur les sites. En fait, oui, ça passe encore sur les moteurs de recherche, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut totalement utiliser l'IA pour travailler son référencement naturel sur son site internet, en travaillant sur les mots-clés, en faisant en sorte aussi de les faire apparaître beaucoup plus souvent et d'une manière mieux utilisée. Donc, il faut continuer de faire ce référencement. Ça passe sur le référencement du site internet, mais on le sait aussi, la page Google, elle est super importante aujourd'hui, et déjà rien que travailler sur le référencement naturel de sa page Google va permettre de remonter en haut des résultats quand on va taper courtier, crédit IMO dans sa ville. Donc ça passe par l'optimisation de l'affiche avec les bonnes infos, les bonnes photos, on en parlera aussi avec les avis. Donc il y a ce travail sur le site internet et ce travail sur la page Google qui est hyper important, bien sûr. Donc Google, principalement des sites européens ou français comme Quant et tout ça, c'est encore marginal. Oui, c'est hyper marginal. Comme je le disais, il y a 8 Français sur 10 qui passent sur Google. Donc certainement, je ne suis pas sûr qu'on voit d'autres moteurs de recherche arriver avant l'arrivée des plateformes IA comme ChatGPT, où maintenant, je ne sais pas si vous l'avez fait cet été, mais quand on cherche un restaurant ou un endroit pour partir en vacances, on va taper ces critères sur l'IA et ça va nous trouver facilement quelques prestataires. C'est pareil maintenant pour les courtiers en crédit, l'IA va faire remonter ceux qui sont bien référencés. D'accord. Merci. Loïc, cette notion de dématérialisation qu'on évoque, etc., on reste un métier quand même de commerce, de proximité, de relations humaines. Admettons qu'on ait réussi à faire venir, ou en tout cas interpeller le consommateur pour qu'il s'adresse à nous. Il y a encore les sujets de « je vous rencontre »,« je vous laisse une trace ». La carte de visite que tu développes est une carte dématérialisée, mais c'est encore... Il y a encore de la carte de visite papier, ça reste encore quelque chose. Les gens, ils sont attentifs à ça. Alors, ou ils sont déjà passés sur... Je te mentirais si je te disais que non. On a encore beaucoup de clients qui utilisent la carte de visite papier. La tendance est quand même vraiment à la baisse, parce que plus je fais des salons, plus je rencontre des gens qui me disent j'en peux plus de cette carte de visite papier, je la donne, je l'oublie, elle est plus à jour. En rupture de stock. Je suis en rupture de stock, j'ai des délais de livraison. Alors que, on va dire, on est même sur un schéma hybride au début. C'est des gens qui vont prendre une carte de visite digitale, mais auront quand même des cartes de visite papier. Ils vont tester la carte de visite digitale. T'as le droit de me taper dessus, parce que je fais partie de ceux. C'est pas grave. Les boomers, en ce moment, n'en prennent pas la figure. Il n'y a pas de souci. Il y en a plein comme toi, on va dire des hybrides. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'au final, la carte de visite digitale fait vraiment le job. Et on parlait justement de tous les éléments qu'on pouvait mettre. Oui, c'est ce que je voulais avant. Là-dessus. Et c'est vrai que sur une carte de visite digitale, aujourd'hui, on peut mettre énormément de choses. On peut mettre de la vidéo, on peut mettre des avis clients, on peut mettre des fichiers PDF à télécharger,
On peut mettre les liens des partenaires. Ça peut être même une application comme pour le crédit des calculatrices de calcul de taux. On peut mettre des partenaires bancaires. Voilà, on a une multitude d'informations qu'on peut mettre et qu'on peut mettre directement dans la main de son prospect et qui va pouvoir directement aller voir ses avis, voir qui il est sur Internet, tous ses supports, éventuellement même une version digitale qui raconte son histoire. Et tout ça, bien sûr, à sa charte graphique, qui est vraiment aujourd'hui un élément aussi important d'appartenance à un réseau, d'appartenance à un métier avec ses codes. Et nous, aujourd'hui, avec RPM, justement, on reprend tous ces outils digitaux qu'on va venir mettre sur la carte de visite digitale et en un partage, en un clic, on va pouvoir accéder à tous ces éléments. Ouais, tu concentres en fait je concentre l'information. tout ce qui est Par digital. contre, toute la communication, parce que c'est bien d'ajouter des outils dans tous les sens, qu'ils soient phygitaux, qu'ils soient digitaux, peu importe, ils communiquent entre eux. On arrive à faire facilement des passerelles où c'est encore un petit peu hybride aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, notre métier va s'arrêter à vraiment tout regrouper. D'accord. Dans un élément qui va être sexy, qui va être plaisant à partager, facile à partager. C'est une clé USB de la visite de la présentation. Si on veut, voilà. Nous, Sur cloud. on est un lien, on est une URL. Sur cette URL, on est un mini site web, en fait, un micro site web qui ressemble à une carte de visite dans lequel vraiment on va mettre tout ce qu'on veut. Bien sûr, les éléments standards de la carte de visite, photo, logo, nom, prénom, toutes ces choses-là, mais aussi vraiment tous les outils digitaux que la personne va avoir ou aura, parce que c'est un outil qui est vraiment évolutif. Donc demain, elle n'a pas de page. Aujourd'hui, elle n'a pas de page Facebook. Elle l'aura le mois prochain. Elle va pouvoir, quand elle le souhaite, depuis son interface, rajouter sa page Facebook. Demain, ils veulent faire une présentation de son activité. Un courtier veut faire une présentation, un pitch de son activité. C'est toujours plus sympa, je trouve, de se mettre en valeur en vidéo. Il va pouvoir le faire, enregistrer sa vidéo sur YouTube et après la partager directement sur sa carte de visite. Donc, quand il l'envoie, que ce soit par SMS, email, WhatsApp ou autre, la personne qui va recevoir cette carte va en un support aura tous les éléments représentants de son interlocuteur. Est-ce que tes utilisateurs optimisent cet usage encore aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore en phase d'apprentissage ou d'apprivoisement de l'outil? Alors, ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, oui, mais c'est pour ça, tu as du recul. Donc voilà, j'ai du recul. On a de tout. On a des gens qui vraiment l'optimisent à fond. On en a même qui remplacent leur site web par cet outil. Des petites agences, alors pas forcément dans l'immobilier ou autre, mais on a des sociétés qui suppriment leur site web parce que ils ont un outil avec RPM qui leur permet de faire vraiment tout ce qu'ils veulent, même bien plus. On a même des clients qui font du paiement sécurisé depuis leur carte de visite, avec du PayPal ou autre. Des choses qu'ils n'avaient pas sur leur site web ou ça leur coûtait très cher. Là, ils peuvent le mettre facilement en place depuis une carte de visite digitale. Après, on en a qui s'en servent comme une carte de visite standard, les mêmes éléments qu'une carte de visite papier. Et nous, c'est là où, quand on tombe sur ce genre de carte, qu'on essaye de, entre guillemets, les éduquer. N'hésitez pas, on voit que vous avez des avis clients, n'hésitez pas à les mettre en avant. Ou alors même la réception d'avis clients. C'est-à-dire qu'on peut aussi, depuis la carte de visite, récupérer les avis clients, les avis de ses clients. D'accord. Ainsi que consulter les avis. On peut faire les deux. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met toujours en avant, les avis clients, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est très consommateur d'avis clients. Partout où je vais, que ce soit en vacances, au restaurant, toujours avant maintenant, je regarde les avis. Toujours. Alors, est-ce que, et j'en finirai sur ce sujet-là avec toi, mais est-ce que ce sont principalement des petites structures qui voient l'équivalent, comme tu l'évoquais pour des petites entreprises, d'une économie de coûts de gestion, ou est-ce qu'on est plutôt sur des grands réseaux? Parce que moi, j'y vois un intérêt, c'est la gestion de la base de données. J'ai 700 mandataires ou salariés, il y a forcément un turnover. Si je dois faire rééditer, déjà, il faut que je récupère les anciennes cartes de visite, il faut que je les détruise.
trace carbone pas terrible, je dois rééditer, je dois mettre à jour les informations, la personne elle évolue de poste, etc., etc. Là, tout se fait en gouvernance centrale, et du coup, j'ai quelque chose qui est en permanence à jour. Alors, tu mets le doigt sur un de nos arguments principaux, hein, c'est vraiment cette mise à jour quasiment instantanée. Hein, c'est-à-dire dès qu'on fait une modification sur la carte, elle est instantanément en ligne. Alors, on a vraiment toute typologie. On a des indépendants qui font leur métier dans leur coin. On a des artisans, mais on a des très gros réseaux. Je ne sais pas si je peux les citer. C'est toi qui vois, c'est Voilà, toi qui es client. On a des. Je veux pas avoir des problèmes derrière. On a des très gros réseaux, que ce soit dans l'immobilier, des réseaux vitrines ou des mandataires indépendants. On travaille avec aujourd'hui les plus gros réseaux, mais on travaille aussi avec des très gros assureurs. Donc on a vraiment de tout, toute typologie de clients. On a même des sociétés internationales qui ont justement cette volonté d'avoir des cartes dans plusieurs langues. Et du coup, on va pouvoir, avec Carte PM, avoir la carte par pays, par langue, par typologie de métier, avec même parfois des logos différents au sein d'une même entreprise pour des business units différentes. On a un outil qui va très très loin en termes de personnalisation. Donc, on répond maintenant aussi bien à l'artisan que la très grosse structure internationale. Merci. Alors, on a évoqué le sujet de la concurrence, la démocratisation de l'usage du recours au courtier dans ces projets, dans le financement de ces projets. Bien évidemment, on n'est plus seulement sur des personnes qui ont des dossiers compliqués et qui recourent à nous, mais en même temps, ça signifie que on est de plus en plus jugé sur la qualité. Alors, on parlait d'avis clients, Fanny, OS. Vous êtes 2-3 à vous partager la part du gâteau dans ce domaine-là sur le marché. Ça consiste en quoi, cette notion de satisfaction ou de retour client? Quand je dis ça, je fais évidemment référence à l'identification. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce que l'usage est vraiment rentré dans les mœurs? Oui. Alors, je vais reprendre un petit peu du coup le sujet du site web, de la carte, parce que c'est communiquer différemment. Ça a une liaison. Hein. Exactement. Et communiquer différemment, aujourd'hui, ça passe par la satisfaction client. Alors, la satisfaction client, on va penser avis tout de suite, mais pas que. Mais pas que. Parce que c'est également une relation client que le courtier a du début à la fin avec son client. Et donc, le début, ça peut passer par le site web. Donc, communiquer différemment, c'est mettre les informations qu'on a envie d'avoir sur son site web et de transmettre. La carte digitale, comme chez Carte PM, ça va être aussi, c'est dans le téléphone. Donc aujourd'hui, oui, c'est peut-être plus le papier, et parce qu'on a tout le temps notre téléphone dans notre main. Donc ça va être beaucoup plus facile de rester en contact avec son professionnel depuis son usage quotidien du téléphone, et l'avis client, il va venir rassurer. On en a absolument besoin dans tout. Il le disait, pour aller au restaurant, on utilise les avis. Vous allez sur Amazon pour acheter un aspirateur, si c'est le même, il y en a un qui a des avis, l'autre qui en a pas, on va aller acheter celui qui a des avis. Et bien pour choisir son courtier, c'est pareil. On va aller se rassurer. On a besoin de preuve sociale, et la preuve sociale, elle passe par le bouche à oreille. Avant, il n'existait que le bouche à oreille physique. Et maintenant, il y a le digital, il y a les avis clients. Et donc, chaque personne a besoin d'aller se rassurer, de trouver le courtier. Le courtier, il est là pour nous trouver les meilleures conditions. Et pour trouver les meilleures conditions, il faut que j'aille chercher le meilleur. Et c'est comme ça que je vais aller vraiment choisir mon courtier à travers le parcours primordial aujourd'hui. 8 Français sur 10 utilisent Google, mais 9 Français sur 10 utilisent Internet aujourd'hui pour démarrer son parcours client. Donc, je vais aller regarder sur Internet, regarder les avis clients, trouver le meilleur courtier, parce que ils sont beaucoup. Vous êtes beaucoup, les courtiers aujourd'hui, à travailler depuis les subprimes, comme tu le disais en introduction. Les banques aussi viennent en concurrence avec les courtiers. Là, il y a une grosse concurrence maintenant sur tout ça. Donc, il faut qu'ils puissent vraiment se démarquer. Et se démarquer, c'est à travers la relation client. Et la relation client, ça passe par la preuve sociale avec les avis, mais par toutes les façons de communiquer et de s'occuper correctement de son client de A à Z. Alors, je t'évoquais la notion d'avis client, c'est
il y a une marque que tu connais bien, avec laquelle on a discuté il n'y a pas très longtemps, où on discutait de la façon de générer en fait l'évolution de la relation clientèle dans ce tiers de confiance. Mais aujourd'hui, les avis clients, ils sont très encadrés. Il y a eu plusieurs législations ou recommandations qui sont venues là-dessus. Est-ce que c'est rassurant à la fois pour le consommateur et pour l'entreprise d'avoir cet encadrement? Et deuxièmement, est-ce que tu trouves que l'avis client est vraiment rentré dans les mœurs chez les professionnels? Parce que chez les consommateurs, oui. Chez les consommateurs, oui. Et chaque professionnel est consommateur aussi. Donc, normalement, ils sont censés, tout le monde est censé être rentré vraiment dans cette démarche-là. Et il y a des législations qui viennent encadrer les avis clients. Il y a le Digital Market Act aussi qui est arrivé par là pour encadrer un petit peu toutes ces façons de faire avec le digital maintenant. Les avis, on s'en méfie aussi parce que il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Les avis Google, parce qu'on a beaucoup parlé de la fiche Google My Business tout à l'heure aussi. Les avis Google, on prend. Mais on prend quand on a tout, quand il y a 10 professionnels qui ont tous 4,9 sur 5, on ne sait pas s'en sortir non plus en fait. On ne sait pas, la crédibilité des avis, elle passe à un moment donné aussi par peut-être un tiers de confiance ou des institutions qui viennent un petit peu cadrer toute cette partie qualité, qui viennent vérifier la partie qualité des entreprises. Alors, tu parlais de qualité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que la note qui m'intéresse, il faut que je vois aussi, par exemple, le nombre d'avis. Oui. Et est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans le détail de la satisfaction clientèle? C'est-à-dire que on va pas faire moi, j'ai répondu, on va pouvoir la citer parce que je prends souvent le TGV. J'ai encore des avis SNCF qui me sont arrivés pas plus tard qu'hier, etc. J'en ai régulièrement des questionnaires. Est-ce que si on met 5 minutes à remplir un avis de satisfaction, les gens, ils vont passer. Alors, tu as 2 poids, 2 mesures, parce que quand tu as juste une note, un 5 sur 5, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Non. Tu ne sais pas vraiment, en fait, sur quoi quel était le critère de notation, qu'est-ce qui a été jugé dans la prestation de l'entreprise. Donc, juste une note comme ça n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas pour le consommateur. Mais à l'inverse, des questionnaires à rallonge où on perd du temps. Ça nous prend du temps, du moins, où il y a 10, 20, 30 questions. Là, c'est pareil. Je vais le commencer, je vais pas avoir envie de le faire. La SNCF, si je prends souvent le train qui m'envoie tout le temps des questionnaires, je vais le faire une fois. La deuxième fois, je vais pas revenir dessus. Peut-être que ça s'était mieux passé. Oui, puis je vais te dire en plus que ça s'est pas. Ils m'ont pas interrogé bizarrement au moment où ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc voilà, il faut des questionnaires. En fait, et c'est communiquer différemment, c'est aussi ça. C'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut mesurer et qu'est-ce qu'on veut valoriser. Donc, est-ce qu'il faut parler d'une expérience de A à Z? Est-ce qu'il faut prendre les points essentiels de la prestation? Et c'est sur ça que les entreprises et tous les professionnels doivent vraiment se concentrer. C'est qu'est-ce que je veux mettre en valeur dans mon entreprise et donc, du coup, qu'est-ce que je viens de mesurer? Loïc, on a évoqué les gens qui l'utilisent pas forcément. C'est quoi dans ce que tu peux voir toi sur la carte, c'est quoi les réticences qu'il y a? C'est peur d'être jugé, peur de pas avoir une bonne note, peur de dégrader sa moyenne, c'est pas y penser, c'est penser que c'est une vente supplémentaire sur les avis et sur l'usage des témoignages ou des choses comme ça? La crainte, de toute façon, ils ont tous peur de la mauvaise note. Ça devient même pour certains une psychose. Enfin, une bonne psychose, parce que je pense qu'il faut être toujours près de son client. Et là, je pense qu'il y a une vraie peur sur cet aspect-là. Je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question, mais la peur de... J'ai bien saisi ta réponse. La peur de la mauvaise note, la peur d'avoir une moins bonne note que son concurrent, et moi je sais que je vais très souvent voir surtout même les avis négatifs, parce que y a des avis négatifs qui en disent bien plus que les avis positifs, et je suis plus friand des avis négatifs que les gens justement n'aiment pas, et il y a des avis négatifs qui sont très constructifs. Et moi, je préfère
Je préfère ça. En social media, excusez-moi de cet anglicisme, en social media, ça a un nom, ça aussi, c'est-à-dire qu'on positive le côté négatif parce qu'on prend en considération. Ça fait référence aussi à tout le service relation client qu'on met en place derrière pour prendre en considération la vie et surtout lui répondre. Cédric, c'est important quand même aujourd'hui, ces interconnexions, parce que demander l'avis d'un consommateur, c'est bien, mais derrière, si c'est juste pour faire des stats ou remplir le nombre d'étoiles sur Google, c'est pas terrible. Donc, tu les accompagnes, toi aussi, là-dessus, sur cette notion d'exploitation de la donnée d'avis Ouais, totalement. En fait, on les aide à la fois à travailler sur les avis de la page Google. Donc, en fait, on appelle ça la stratégie des 3 R. On va récolter des avis, donc il faut avoir les bons outils pour le faire. Il y a un peu de réticence parce que souvent, on a des professionnels qui ne savent pas comment demander un avis et qui ne savent pas à quel moment je vais le faire dans la relation client. Donc, on les aide pour ça à travers des QR codes, des SMS qu'on envoie pour eux. Ensuite, il y a la partie réponse, c'est le deuxième R. Là, il faut utiliser l'IA pour le faire, pour gagner du temps, mais c'est surtout qu'il faut la combiner à des compétences humaines. Donc, il faut une bonne IA qui est capable de bien rebondir sur les mots qui ont été utilisés dans l'avis, et notamment sur les avis négatifs. Une IA, aujourd'hui, est capable de répondre à un avis négatif comme si elle était dans l'entreprise. Il faut juste bien la régler. Et pour l'éduquer. Ouais, c'est ça. Et aussi l'aider à utiliser les bons jargons du domaine. Donc ça, on a l'IA pour le faire, pour permettre de répondre aux avis. Et troisième R, c'est le fait de repartager ces avis. Et pour les repartager, on va faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc en gros, pour les aider, à chaque fois qu'ils reçoivent une note 5 étoiles sur leur page Google, on leur fait une publication automatisée, une belle publication avec le nom de l'agence, la photo, l'avis qui est cité, anonyme ou non, d'ailleurs. On peut demander. Ça leur est demandé. Voilà, c'est ça. Et c'est une publication qui va partir sur les réseaux sociaux et sur le site web pour assurer la crédibilité dont je parlais tout à l'heure, parce que ça aide vraiment de mettre en avant la satisfaction de ses clients pour montrer qu'il y a des personnes qui sont satisfaites des services et de l'accompagnement des équipes, du côté humain de l'entreprise. Est-ce que vos entreprises, là pour le coup vos 3, mais je vais rebondir rapidement avec Hermine sur ça, parce que ça va faire la passerelle, est-ce que ces entreprises, elles communiquent sur ces stats qu'elles ont, etc., ou vous sentez encore un petit peu de frilosité? Parce que, moi j'ai connu le monde bancaire, on fait des enquêtes de satisfaction globale, parfois même pilotées par des organisations représentatives, et on s'aperçoit que le niveau de satisfaction baisse, monte, etc., etc. Est-ce qu'on est déjà dans cette maturité du marché, ou est-ce qu'on est encore dans OK, je collecte, OK, je réponds, mais bon, voilà, je communique pas trop là-dessus. Alors, quand ils ont des bonnes notes, on a pas mal de clients qui communiquent, non? Oui, mais unitairement, pas sur des statistiques, et notamment des statistiques dynamiques. J'avais 4,90 l'année dernière, je suis à 4,84 cette année. Voilà. Ça va dépendre. Des gros réseaux vont le faire, par exemple. Le réseau InfiCrédit va pouvoir, par exemple, moi je cite, ils sont clients chez nous, eux, ils vont communiquer sur des stats globales de réseau, mais aussi sur certaines agences en particulier. Dans le monde de l'immobilier, c'est pareil sur les réseaux. Et ensuite, les indépendants, eux aussi le font, mais à plus petite échelle, ou peut-être que c'est là où on les accompagne pas encore assez à vraiment aller communiquer sur la preuve sociale et sur la valorisation de leur travail dans leur quotidien, justement, mais pour pas qu'ils restent enfermés dans ce que l'on peut penser un courtier, OK, il va juste aller me trouver un taux d'intérêt. Non, pas du tout. Il va aller me trouver des conditions vraiment les meilleures qu'il puisse avoir. Il va m'accompagner dans mon projet, et c'est surtout ça qu'il faut qu'il puisse communiquer, qu'il n'ait plus peur de le faire aujourd'hui. C'est un outil de management à part entière. Exactement. Ouais, communiquer sur sa satisfaction client, ça permet aussi de motiver les équipes
Et on Il y en a voit- qui font des trophées, hein, d'ailleurs. Ah oui, Des totalement. récompenses, hein. De plus en plus, on voit même des petites agences ou moyennes agences qui, en fait, vont récompenser les salariés qui ont rapporté le plus d'avis sur la page Google ou les prénoms qui sont le plus souvent cités dans les avis. Ça permet, je trouve que c'est un super outil de management parce que ça permet à la fois de s'améliorer en interne par rapport aux avis négatifs et on le voit dans les agences, c'est quand même de plus en plus pris en compte. Et pour les meilleurs avis, ça permet de pousser tout le monde vers l'excellence en termes de relations clients et de faire en sorte de pouvoir afficher cette excellence et cette satisfaction client sur les réseaux sociaux, sur les sites web et ailleurs. Ok, alors, ces avis clients, on commence à basculer dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire passer de la gestion d'un projet à la gestion d'une relation. Et l'avis est quelque chose de passé. J'évoquais quelques expériences et quelques apps les applications qui, excusez-moi de faire des raccourcis, je fais Jones comme ça, mais de faire des applications qui permettent d'anticiper et de créer au contraire cette relation clientèle. Il y a le témoignage qui est important. Moi, je le vois assez peu. Il y a le témoignage qui est lié à la vie client, bien évidemment, mais le témoignage en général, je suis d'ailleurs un partisan farouche des soirées commémoratives de tous les parrains, filleuls, machin, etc., qui est pas toujours suivi. Et parmi ces témoignages, cette relation client de confiance qu'on instaure, il y a la narration de l'entreprise. Alors, vas-y, Hermine, dis-nous un peu plus et illustre-nous un peu ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, alors peut-être de façon un peu naïve, je ne vais pas dire que c'est nouveau. La narration, Non. en général, c'est vieux comme l'écriture des livres, mais la narration d'entreprise, est-ce que c'est un cheminement qui tarde ou au contraire qui se développe de plus en plus, justement pour pérenniser et créer cette relation de confiance? Je ne saurais pas dire si c'est quelque chose qui est plus développé aujourd'hui, si ça peut encore se développer, si c'est plutôt sur le déclin. Ça, je ne sais pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça va vraiment, là où ça va aller aider des entreprises, c'est vraiment de les aider à montrer quelle est leur différence, leur singularité. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Tiffany. C'est une chose de savoir qu'un courtier en crédit, il est la personne pour trouver le meilleur taux. Oui, techniquement, il est voilà, il est un bon opérationnel. technicien de son métier. Par contre, c'est autre chose de savoir qu'il est arrivé dans ce métier-là parce qu'il est passionné de ceci ou de cela, qu'il l'exerce de cette manière. J'ai eu l'occasion aussi de faire des séries de portraits pour notamment pour une agence immobilière à Angers. Donc j'ai fait les portraits des 12 salariés de l'agence qui ont tous des parcours hyper différents. Il y en a une, avant, elle avait son salon de coiffure et d'esthétique, une autre qui avait... ils ont tous des parcours hyper différents dans les sports automobiles. Il y avait aussi quelqu'un qui était dans la pâtisserie avant. Donc c'était vraiment des gens avec des profils très très variés. Et en fait, en allant les interroger les uns après les autres, ce qui ressortait, c'était leur attachement à la relation client et aux soins de la personne. Et c'était comment les uns les autres essayent chaque année de trouver des petites astuces pour pouvoir rester en relation avec leurs clients, pour pouvoir nouer une relation qui soit vraiment qualitative et qui soit pas seulement une relation justement, enfin, ils apportent pas seulement une Au lieu de technicité, mais professionnel, vraiment pas simplement, il y a une identité. Et donc, la narration de l'entreprise, ça permet de peut-être mettre le projecteur plutôt sur cette identité. Qu'est-ce qui fait... je peux donner un exemple assez basique, mais si dans une même rue, vous avez deux boulangers qui font tous les deux du pain, a priori, on voit pas la différence, sauf que si on va demander à chacun pourquoi est-ce que vous êtes installé, comment vous avez appris votre métier, c'est quoi ce qui vous tient à cœur, là, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout le même pain qu'on achète entre les deux boulangeries qui sont pourtant dans la même rue. Donc, c'est un petit peu ça sur quoi je vais travailler. C'est aider les entreprises à montrer ce pourquoi elles font les choses, ce qui les anime et tout ce qui va sous-tendre leur travail au quotidien, leur technicité. Elle s'appuie sur une conviction, la perception d'un sens ou de quelque chose qui les anime et c'est ça que je vais les aider à aller chercher. Donc c'est pas un format habituel, mais ça permet de s'inscrire plutôt dans le long terme et de montrer voilà, qu'est-ce qui fait la différence et je pense que c'est un pas de plus encore. Les témoignages et les avis clients, c'est des choses qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de concret.
C'est plus important que ce soit des personnes qui sont incarnées, qui vont témoigner, qui vont parler de leur expérience. Et là, c'est faire un pas de plus et offrir à tous les salariés d'une entreprise ou tous les anciens un temps vraiment long pour s'interroger, se dire, en fait, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, qu'est-ce que j'y apporte, qu'est-ce que j'y ai vécu, puis pouvoir retisser tout ça et en faire une histoire qui soit agréable à lire, qui puisse être partagée et qui puisse aussi transmettre cette identité, cet esprit qui anime une entreprise et qui peut être parfois très caché ou un peu mis au placard dans des cartons. Et là, c'est pas l'idée, c'est vraiment de le mettre en avant. Est-ce que c'est un outil qu'on pourrait apparenter, alors, parmi d'autres outils, à la marque employeur, ou est-ce que c'est un outil de communication, voire un outil de management dans ce que tu as pu vivre dans tes expériences? Est-ce que c'est repris, comme on l'évoquait, pour en fait donner une émulation? Parce que tu prenais cet exemple avec la douzaine de personnes. Effectivement, il y a forcément des liens communs, Oui. ça c'est sûr. Et est-ce que ça permet de resserrer ces liens entre eux parce qu'ils ont connaissance ou vous en débriefez ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste de l'agrégation d'expériences pour pouvoir essayer de plutôt travailler sur la marque ou sur l'entité en général? En fait, un récit, il peut vraiment avoir plein d'objectifs différents. C'est comme quand on raconte une histoire des enfants, il y a toujours une leçon différente à la fin. Donc l'objectif, il est vraiment à définir au départ. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça, c'est important. Mais un récit, il peut servir à plein de choses. Je pense notamment à l'agence immobilière que j'avais accompagnée. Il y avait un double objectif qui était à la fois d'offrir à chacun des salariés qui sont quand même dans l'entreprise depuis longtemps. C'était une agence immobilière, enfin c'est toujours, qu'il y a des salariés qui restent. Donc ça, c'était aussi un critère qui était important. C'était de leur offrir à chacun la possibilité de s'exprimer sur qu'est-ce qui fait le sens de leur métier. Et puis en fait, c'est pas anodin d'être pendant 1 heure en entretien avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, de se poser des questions, de savoir pourquoi on est là, de revenir sur ce qui s'est bien passé, de revenir sur ce qui s'est mal passé aussi. C'est ça qui donne aussi du relief à l'histoire. Je pense que si Cendrillon, elle avait jamais perdu sa pantoufle de verre, il n'y aurait pas d'histoire. Donc c'est aussi tous les obstacles, toutes les difficultés qui vont faire que l'histoire, elle va être retenue, elle va avoir du sens, elle va avoir du relief et elle va être mémorable. Donc c'est à la fois leur offrir ce temps pour pouvoir revenir sur leur parcours, faire mémoire et aussi se féliciter. Enfin, c'est aussi un vecteur de confiance et de reconnaissance pour, déjà en interne. Et puis ensuite, ces portraits, ils ont été utilisés par les différents salariés pour communiquer d'une manière différente sur eux, sur leur manière de faire. Ça a été publié sur le site internet de l'agence immobilière. Ça a été diffusé à leurs clients un peu fidèles, ambassadeurs de l'agence. C'est ça. Donc ça permet aussi de montrer qui ils sont au-delà de leur métier. C'est pas juste des agents immobiliers. En plus, c'est des professions qui sont quand même assez stéréotypées parfois. Je pense que le courtage en crédit, c'est pareil. Il y a des métiers de service qui sont très caricaturés. Puis on se dit, ah oui, c'est ça. En fait, non, c'est bien plus. Et ça peut être aussi exercé avec une singularité, avec une patte qui va être très, très personnelle et très, très admirable aussi. Donc ça permet de montrer la réalité, l'authenticité d'un métier, d'une vocation pour un métier. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Cédric, moi je vois beaucoup aussi, un gros acteur sur LinkedIn, mais je vois beaucoup cette idée, salarié, pas salarié, pour essayer d'identifier individuellement les interlocuteurs que les gens ne connaissent peut-être pas ou les ont uniquement par téléphone ou sur une visio. Est-ce qu'il peut y avoir une bascule possible et assez facile du voyeurisme ou de la divulgation personnelle, voire de l'individualisme des personnes par rapport à un objectif qui serait plutôt un objectif de valorisation. Tu le remarques, toi, dans les... C'est vrai que nous, ce qu'on conseille, c'est toujours de communiquer à la fois sur de l'information pédagogique, donc sur les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs problématiques, leurs besoins aujourd'hui dans, par exemple, l'achat d'une maison ou d'un appartement. Et à la fois, il faut toujours mélanger ce contenu pédagogique à du contenu humain qui va parler de l'entreprise, des salariés qui la composent. Et ce qu'on fait, en fait, c'est un service qu'on avait développé il y a quelques années,
années, mais en fait, nos clients sont de plus en plus friands. C'est qu'on envoie des photographes, nous, partout en France, chez nos clients, pour faire de la capture de photos, et on utilise ces photos derrière pour en faire des publications sur les réseaux sociaux. Et déjà, c'est des publications qui cartonnent, parce qu'en fait, on aime voir des visages sur une entreprise, on aime voir ce que les salariés aiment, comment ils fonctionnent. Donc, on a beaucoup d'interactions, de j'aime, des commentaires, des partages qui vont augmenter la visibilité. Ça fait plaisir aux salariés de l'entreprise, puisque en fait on les met en avant, et donc ça donne tout de suite un côté plus humain au management. Et puis derrière, il y a vraiment un objectif business qui est en fait c'est l'humain avant tout. On n'est pas confondu dans un réseau, on n'est pas un simple courtier en crédit, on est cette personne-là, et donc il faut l'afficher absolument, il faut mettre en avant ses particularités humaines, parce que c'est ça qui fait la différence et qui permet de se démarquer aussi des concurrents. Alors, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, l'intelligence artificielle, cette montée en puissance, etc. Les uns les autres, ou les unes les autres, comment vous l'appréhendez? Tu nous en as parlé un petit peu. Alors, on a un outil... peut-être de réponse avec un chatbot qui va être éduqué, parce que moi je suis toujours très stupéfait d'avoir j'ai un exemple qui me vient en tête récemment, mais on n'a pas le temps, mais voilà, et je réponds non à une demande de rendez-vous, et la personne me répond, enfin le chatbot me répond par mail en me disant merci d'avoir répondu, je vous appellerai la semaine prochaine. Donc alors que je lui ai dit que j'en avais rien à faire. Bref, on a ce genre de choses là, ça veut dire qu'on est vraiment au balbutiement, ou on est sur du mass média. Est-ce que l'intelligence artificielle, chacun dans vos domaines, est quelque chose qui prend de la place dans la construction de la pertinence et de la finesse de la chose, ou au contraire dans le traitement de masse, ou tout simplement pour aider le client? Et quand je vous dis ou, ça peut être inclusif dans tous les cas. Tiffany? Chez nous, chez Opinion System, et moi dans mes convictions personnelles, l'IA doit rester un outil. C'est un outil, c'est une aide vraiment pour le professionnel, mais il ne doit pas faire à sa place. Parce que le client, quand il vous dépose un avis, il ne va pas sur ChatGPT pour dire « Ah, je veux déposer un avis sur mon courtier, rédige-le-moi ». Non, il le fait vraiment avec son cœur, avec son expérience. Avec ses fautes d'orthographe. Avec ses fautes d'orthographe, c'est vrai. Et du coup, le professionnel, il se doit de faire de même. Il se doit de faire la même chose et de ne pas tout donner à l'IA et de se dire cette partie de relation client, je la laisse de côté, je prends un robot et il le fait à ma place. Non, il doit lui-même, il doit vraiment amener ses convictions, montrer ce qui s'est bien passé aussi, comment il a traité le dossier, etc., avec ses mots à lui. Et l'intelligence artificielle est là pour aider, pour donner un petit coup de pouce, peut-être pour l'orthographe, peut-être pour du rappel. Pour l'aider, il faut que tu prennes... L'exploitation. Exactement. L'exploitation, tu devrais prendre peut-être des nouvelles de ton client, etc. Donc l'IA est vraiment, pour moi, doit être un outil d'aide pour le professionnel, mais ne doit pas remplacer, parce qu'on a parlé beaucoup d'humain, et c'est l'humanisation, et c'est à ça qu'on tend. La relation client, elle passe par l'humain, donc si on remplace tout par l'IA, l'IA qui fonctionne très bien, qui aide, qui peut faire des choses merveilleuses, mais en restant un outil d'aide pour le professionnel. Loïc? Je suis assez d'accord. Ça doit rester un outil d'aide. Mais la facilité d'utilisation de l'IA, moi je l'utilise tous les jours de plus en plus. Et c'est vrai que parfois je ne devrais pas l'utiliser, mais j'utilise quand même. Mais tu vois, moi, même pour rédiger un avis, je vais l'utiliser. Je vais dire voilà les grandes lignes. Et rédige-moi un avis, parce que j'aime faire ça, des avis, et je veux que ça reflète vraiment ce que je pense. Et parfois, l'IA le met mieux en valeur que moi. Mais c'est une aide, ça reste une aide. Exactement. Sinon, tout se ressemble. On est d'accord. On le voit maintenant. Moi, en tant que responsable marketing et communication, je reçois d'autres newsletters, etc. Elles se ressemblent toutes. Ouais. Les widgets sont les mêmes, les logos sont les mêmes. Tout est pareil. L'écriture est la même. Et du coup, il n'y a plus de personnalité qui ressort, en fait. Il y a la personnalité de l'entreprise, du professionnel, ne ressort plus. Elles se ressemblent parce qu'elles se font
dans l'utilisation de l'intelligence C'est la artificielle. dérive du début, je pense, mais après, bon, voilà, naturellement, il y aura l'après. Et moi, j'en suis déjà à l'après. Voilà, j'essaie de lever un peu le pied, mais c'est vrai que c'est tellement tentant d'utiliser cette IA tous les jours, mais que ce soit à titre personnel, professionnel. L'éducation des enfants, enfin tout. Et quand tu me dis ça, et il n'y a pas de jugement dans mon propos, ni de choses trappes, c'est de dire simplement, est-ce que c'est par confort, parce que tu as envie d'éduquer aussi ton IA, parce que on en a parlé tout à l'heure, il faut l'éduquer, hein. Donc si tu veux qu'elle soit pertinente, il faut lui donner à manger, et puis qu'elle te ressemble, hein, en tout cas dans ce que tu veux lui faire. Et ou est-ce que c'est par paresse, ou est-ce que c'est par jeu, ça peut être aussi par jeu. Je vais te dire tout ça. D'accord. Parfois, ça va être par paresse. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai la flemme, entre guillemets. Je vais tester avec l'IA, et puis je me dis, en fait, c'est pas mal du tout ce qu'elle me propose. Mais parfois, c'est... alors moi, je fais des prompts assez pointus, justement, parce que je veux pas ressembler quand je fais des réponses, je veux pas ressembler à n'importe quelle réponse. Donc, je m'attache à faire des prompts de qualité. Et oui, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle apprend de moi, donc elle répond. Et même, je crée des groupes où je lui demande de répondre toujours avec un peu d'humour, un trait d'humour, et parce que je suis comme ça. Et moi, je suis toujours épaté par les résultats. Par les résultats. Moi, je suis un pro IA, mais j'essaye de me soigner. Est-ce une maladie? Cédric? En fait, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui utilisent l'IA et comme tu le disais, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les newsletters, dans les posts qui sont faits sur les réseaux sociaux. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'utiliser les bons outils pour pouvoir utiliser cette IA. Je sais que nous, on utilise l'intelligence artificielle chez Arturan depuis 10 ans. En fait, on avait notre modèle IA, et puis ensuite, il y a eu l'arrivée de GPT et de tous les autres. Et en fait, on a fait un bond en avant incroyable en termes de pertinence du contenu qu'on produit sur les réseaux sociaux, quelque chose qu'on n'aurait pas du tout été capable de faire dans le passé. Et ça, c'est grâce à l'IA. Mais il faut savoir la maîtriser. C'est ça la chose importante. Et en fait, pour vous donner une idée, quand on fait un post sur un thème en particulier, on a, je pense, aujourd'hui 2 à 3 pages de prompts qui nous permettent de faire une publication vraiment bien à destination des réseaux sociaux, parce qu'il y a les fautes d'orthographe, il y a le ton, il y a la manière de parler, il ne faut pas qu'on puisse voir que ça ressemble à de l'IA, et faire en sorte de se différencier de tous les acteurs qui utilisent l'IA avec des prompts très simples. Un prompt, c'est pas 2 ou 3 lignes, c'est beaucoup plus, et il faut se différencier, et faut avoir les bons outils pour le faire. Mais ça, je pense que ça permet à la fois l'IA de se débarrasser des tâches qui nous prenaient du temps, faut le dire, et qui n'étaient pas à forte valeur ajoutée. Donc ça, on économise du temps, et du coup, ça nous permet d'utiliser ce temps pour faire des choses bien plus intéressantes. Et à la fois, ça va nous permettre de gagner en pertinence toujours plus, que ce soit au niveau du marketing, des réseaux sociaux, de tout. Donc, il faut l'utiliser avec les bons outils. Hermine? Je suis assez d'accord. Moi, j'ai souvent la question, parce qu'on me dit ah oui, mais la rédaction, les IA font ça très bien. Effectivement, je pense que c'est un outil qui permet de dégager du temps et d'être plus pertinent. Aujourd'hui, des IA, elles peuvent écrire des très bons textes, bien construits, argumentés. C'est des choses qui sont faciles. Enfin, faut travailler son prompt, mais c'est des choses qui sont possibles. Par contre, là où ça pose, je pense, un bon défi, c'est que moi, par exemple, dans mon métier, ça m'oblige à me dire, bon, en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qu'une entreprise va pas pouvoir trouver avec une intelligence artificielle? Et comment est-ce que je vais me former encore plus pour pouvoir offrir ce supplément et cette valeur que je peux apporter? Donc ça se passe beaucoup dans tout ce qui est technique narrative. C'est une chose d'écrire un texte, c'est autre chose de construire un récit, de se dire, en fait, qui sont les personnages, d'où est-ce qu'ils partent, c'est quoi la situation initiale, c'est quoi ce qu'ils vont traverser, c'est quoi la quête qu'ils ont ensemble. En fait, c'est des techniques de narratologie qui sont assez bien étudiées, mais ça permet que quand on lit une histoire, on va tenir jusqu'au bout et se dire, mais en fait, moi, je me suis attachée à ce personnage,
puis j'ai envie de savoir ce qu'il va devenir et comment est-ce qu'il va traverser tel obstacle. Et ça qui va donner du relief et de l'intensité dans une histoire. Donc ça me pousse à aller encore plus sur ce sujet-là qui est important et pas à proposer simplement une chronologie de l'entreprise en disant en telle année il s'est passé ça, ensuite il s'est passé ça, ce qui est quand même pas très très intéressant et palpitant à lire. Et je pense que la deuxième chose, c'est tout le côté émotionnel. Je pourrais mettre une IA à interviewer les personnes, les salariés, les dirigeants, les anciens qui vont donner leur témoignage. Ça pourrait être possible de leur donner une IA qui leur pose des questions. Mais par contre, ce qui va retranscrire avec le caractère, la densité émotionnelle. Retranscrire, c'est possible, mais percevoir ce qui va ressortir au-delà des mots, ce que les personnes vont donner, mais qui ne va pas être dans des phrases, qui ne va pas être dans des formulations. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour une IA aujourd'hui. Et puis, c'est pas du tout... Si je procède comme ça, j'enlève complètement aussi la qualité et la valeur du moment qui est offert, c'est-à-dire ça n'arrive pas si souvent que ça dans une entreprise de pouvoir avoir confier. Une heure à disposition pour donner son retour et son expérience sur ce qu'on a vécu, pouvoir faire un pas de côté, pouvoir relire aussi son histoire, son parcours personnel, son parcours au sein du groupe, qu'est-ce qui fait le commun. Enfin, c'est des choses qui sont un petit peu de l'ordre, enfin, on le fait beaucoup sur le plan personnel en allant faire des retraites ou des thérapies ou des choses comme ça, où on va relire son histoire personnelle. Mais je pense qu'en tant qu'entreprise, le collectif, il y a aussi besoin à un moment de se dire, en fait, qui on est, d'où on vient, quelles sont nos forces, quels sont nos talents, quelles sont nos difficultés, comment est-ce qu'on les a surmontées, comment on continue de les surmonter. Et ça, c'est une introspection qui peut être, je pense, mieux guidée par une personne humaine et une intelligence émotionnelle qu'une intelligence artificielle. Alors, on va bientôt arriver au terme de la table ronde, mais on ne va pas dire communiquer différemment. Ça veut dire aussi votre ressenti et votre vision. Vous êtes tous, à un moment ou un autre, des communicants ou des assistants à la communication. C'est quoi l'évolution pour vous de cette communication professionnelle telle que vous la percevez dans les années à venir? Allez, je vais inverser le sens des... J'ai pas compris ta question. L'évolution, oui, parce que d'habitude, t'es habitué maintenant à ce que j'arrive en dernier. Tu vois? Ouais, ça fait partie des techniques de management. Non, mais cette évolution de la communication professionnelle, vous la percevez comment? Vous l'appréhendez comment? C'est quoi votre vision de comment on va communiquer? Parce qu'à un moment, on communiquait avec des newsletters dans tous les sens, et puis maintenant, tout le monde en a marre, sauf les newsletters hyper professionnels qu'on conserve ou qu'on met en un. On s'est mis des alertes, on a des mails, tout le monde est submergé de mails, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a un moment, il y aura une limite à ces réseaux sociaux aussi. Donc, c'est comment vous l'apercevez? Vous pensez... J'ai compris. Je n'en doutais pas. Ce qui me paraît très important, c'est qu'on vient de vivre toute une période, et on la vit encore, où s'il faut produire du contenu, on sait en produire. S'il faut demander à une intelligence d'en produire, elle sait en produire. Donc en fait, la quantité, c'est plus du tout un problème. Le défi d'aujourd'hui, c'est justement de faire moins, de moins parler, de moins... s'exprimer, de moins produire des contenus, mais plutôt d'aller à l'essentiel, en fait. De se dire, mais en fait, moi, en tant que personne, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'ai à dire? Si demain, j'existe plus, qu'est-ce que j'ai à transmettre? C'est quoi mon message? C'est quoi ma raison d'être profonde? C'est quoi ce qui sera perdu si l'entreprise arrête d'exister? Donc, en fait, il y a un vrai enjeu à apprendre à... percevoir l'essentiel, donc ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande aussi un travail de fond. Je pense que c'est pas des choses qui se font dans la rapidité, mais c'est important d'aller capter le cœur du message qu'on a. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire, mais pas la même chose, donc il faut aller creuser et ciseler un peu ce truc-là qu'on a à dire. Et une intelligence artificielle, aujourd'hui, elle va jamais te dire « Bon, Bruno, je pense que ça y est, j'ai fait le tour, on va mettre un point final à ma réponse. » Enfin, c'est fait pour enchaîner des mots et des mots. Et il y a pas un moment, elle va dire « Très bien, là, j'ai fini ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, je m'arrête là. » Donc en fait, ça, c'est notre capacité qui est vraiment encore exclusivement humaine, c'est de dire « Bon, je considère que là, j'ai dit ce que j'avais à dire, je mets un point final. » C'est ça aussi que j'aime bien moi, dans le format livre, c'est de se dire, une fois que le livre il est terminé, il est imprimé, on va rien y rajouter. Ça veut dire qu'on a eu la capacité et le courage de revenir sur son histoire et de se dire,
l'histoire elle s'arrête là. J'ai travaillé là cette année sur un livre pour raconter l'histoire des charpentiers d'une entreprise à côté d'Angers qui s'appelle les Ateliers Perrault et qui ont restauré les charpentes de Notre-Dame. Sur 6 lots de charpentes, ils en ont reçu 5, enfin remporté 5. Et en fait, c'est un exercice qui est extrêmement difficile, mais extrêmement constructif, de pouvoir se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi de chantier. Pour chaque charpentier, chaque ingénieur, se dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a transformé. Pour l'entreprise elle-même, se dire qu'est-ce que cette expérience elle a changé de qui on est, comment est-ce qu'on a l'habitude de travailler. Et le fait d'avoir mené jusqu'au bout l'exercice du récit, puis à un moment de se dire voilà, on a fait le tour, ça part à l'impression, puis on va plus rien changer. Je pense que c'est vraiment une expérience qui peut être très très riche de s'arrêter, de mettre un point final. Donc je vais mettre un point final. Merci l'intelligence artificielle et Hermine. Moi, je dirais plusieurs choses. Déjà, première chose, la communication, elle va pas s'arrêter demain. Donc, si c'est pas encore fait, il faut que vraiment les entreprises se disent qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut envoyer des newsletters, c'est devenu obligatoire. Et ça permet vraiment de créer une relation long terme. On passe vraiment d'une idée d'une relation one-shot, très transactionnelle, où je communiquais à un moment donné, puis après, j'ai pas de nouvelles pendant 10 ans. Là, ces outils-là permettent vraiment de maintenir la relation sur le long terme. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'étude HubSpot dont tu parlais tout à l'heure qui disait que 7 Français sur 10, en fait, vont passer à l'acte après avoir été influencés par quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Avec une large propension pour les millennials. Oui, oui, c'est ça. La génération qui est née avec ça. Hein. Ouais, exactement. Et donc, voilà, il faut ces points de contact. Donc, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, les newsletters, le site Internet. Mais en fait, ces points de contact, il faut qu'ils soient vraiment travaillés. Et c'est là qu'il va y avoir un enjeu, je pense, dans les prochaines années. C'est vraiment de se dire, OK, on fait tous du contenu, comme tu le disais, c'est facile de faire du contenu maintenant, mais il faut faire du contenu de qualité et pertinent sur mon entreprise, sinon ça permet pas de passer à l'achat pour le consommateur. Donc ça va être du contenu humain qui va parler de moi, mais qui va bien le faire. Ça va être du contenu pédagogique qui va apprendre des choses, qui va rassurer, crédibiliser le professionnel sur ce qu'il raconte et qui va permettre vraiment derrière de passer à l'acte et de contacter en fait ce professionnel. Donc il faut se démarquer, faut pas laisser les concurrents prendre la place qu'on prend pas en ligne. Ça c'est hyper important. Si vous le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Sur Google, il y a un classement. Si vous n'êtes pas dans le classement, c'est les autres qui y sont. Sur les réseaux sociaux, si vous postez pas, les autres postent au niveau local. Et eux, ils vont être vus. Donc, il faut vraiment travailler sur sa visibilité. Et ça passe par des outils clés en main, comme Arthurine, évidemment, où en fait, on va retrouver toutes les fonctionnalités nécessaires pour une petite entreprise. Et tout ça, maintenant, a des coûts qui sont dérisoires. Loïc, comment tu le vois, toi Alors moi qui suis quelqu'un de très digital, c'est vrai que alors oui, tous ces outils sont essentiels, mais c'est vrai que à titre personnel, j'adore le terrain. Et la communication sur le terrain, alors je vois des agences qui mettent plein de choses aussi en place sur le terrain. Ils invitent leurs clients, ils font des repas, ils font des opérations où ils font venir leurs clients dans les agences. Moi, je reste quand même persuadé que le terrain fait encore de très belles choses. Moi qui suis quand même pas mal sur les réseaux sociaux, mes plus gros clients, je les ai eus en étant en prospectant sur le terrain, sur des salons, et je pense qu'une communication terrain reste quand même un atout. Ça fait peut-être bizarre dans ce monde digital, mais je reste persuadé que la communication terrain reste encore efficace. Bien sûr, le digital, aujourd'hui, on est obligé, on doit y être. Les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, tout ça, oui, bien sûr. Sinon, comme tu dis, Cédric, ton concurrent le fera à ta place. Mais moi, franchement, je suis encore persuadé que le terrain, l'humain, le face-à-face, dans l'avenir, doit encore être là.
parce que on pourra pas le remplacer. Est-ce que c'est pas une poignée de main. complémentaire finalement Ouais, le terrain, il est là pour se servir de ce qu'on a fait par là, et Complètement. puis par ailleurs de ce qu'on peut collecter dans le terrain pour pouvoir ensuite le mettre en valeur sur le digital. J'essaye de voir les sujets, mais ça c'est une question de vie sociétale. Ah oui. C'est des histoires de balancier, donc il y a un moment on est peut-être allé trop loin sur le digital, on va revenir peut-être. Ce qu'on appelle le figital, moi que j'adore comme néologisme, mais c'est vraiment super quoi. C'est de trouver la quintessence dans chacun des avantages de chacune des situations. C'est exactement ça. Et c'est là où la carte de visite en fait qui a un lien. Cette passerelle, oui c'est ça. Cette passerelle entre le rendez-vous et la communication du digital en un clic. Et je pense que ça reste essentiel quand même pour l'avenir. Il faut qu'on reste quand même en face à face et qu'on échange, il y a des sentiments, des émotions qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux, même si c'est indispensable d'y être. Fanny, ta vision, toi aussi, sur... Eh bien, alors, ma vision, elle va... Parce que c'est ton job. C'est facile maintenant de passer... mais pour là, en plus, c'est vraiment dans l'essence d'Opinion System, ça va reprendre tout. Il y a de la communication transactionnelle, et là, on est peut-être parti un petit peu trop dans la communication transactionnelle, où on voit qu'il n'y a pas assez d'humains, et c'est là où les professionnels peuvent se perdre. Et la communication où on va être vraiment dans... le non transactionnel, donc c'est-à-dire dans la personnalisation de sa relation client. Et c'est là où je rejoins Loïc sur le terrain, comme tu l'appelles toi. Nous, on l'appelle vraiment, c'est prendre des nouvelles de ses clients, les suivre, sans forcément leur demander quelque chose, sans forcément leur envoyer une information commerciale, mais juste en maintenant un lien pour que quand j'ai besoin d'un projet, parce que c'est des métiers de service, les courtiers, c'est des métiers de service, donc c'est sur un projet de vie à un moment T où j'ai besoin de mon professionnel de service, mais si je l'ai oublié, s'il n'a jamais maintenu une relation avec moi, je ne le recontacterai pas. Et la communication, elle va vraiment passer par ça, par, oui, l'image de marque. Le professionnel, en tant qu'entreprise, va devoir utiliser des outils comme Arthurine, par exemple, pour envoyer des newsletters, etc., envoyer un petit peu toutes les informations commerciales, mais le professionnel lui-même, il doit suivre ses clients et dans la personnalisation, dans vraiment un accompagnement beaucoup plus poussé et sans forcément venir lui demander « Est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander ? Est-ce que vous avez vu ma dernière communication ? Est-ce que... » Non, juste en prenant de ces nouvelles, et c'est comme ça que la relation de confiance, elle se construit, et c'est là où il faut vraiment se centrer sur les prochaines années à venir. Alors, je vais juste finir par une dernière question et des éléments de réponse rapides pour boucler la table. Hermine, est-ce que tu as déjà consommé, entre guillemets, ou utilisé ou vu de la communication des intermédiaires de banque et du coup, quels sont les éléments qui t'ont choqué ou qui t'ont vraiment frappé avec intérêt dans ces communications ? Mais je ne sais pas si c'est des communications en particulier, c'est plus la perception que ça peut être un métier qui est caricaturé. Ça peut être perçu comme un métier, tout ce qui est lié à l'argent, comme c'est assez marqué. Je pense qu'on peut penser de ces gens-là que c'est des gens qui veulent s'en mettre plein les poches. Oui, c'est vénal. S'il y a une chose que j'aurais envie de pouvoir exercer, c'est justement de montrer la réalité. De dire, mais en fait, non, derrière, c'est une personne... Souvent, c'est des passionnés de relations plus que d'argent. Oui, c'est ça qui serait intéressant à mettre en valeur. Cédric ? Toi, dans tes clients, tout ça, il y a des trucs qui t'ont marqué, des trucs qui, au contraire, qui t'ont choqué Ouais. Alors, vous essayez d'y remédier chez Arthurine. Oui. C'est vrai. En fait, j'allais te dire ça, c'est que on travaille avec beaucoup de courtiers en crédit IMO et ça m'étonne toujours de voir qu'on a encore des courtiers en crédit immobilier qui ne communiquent pas et qui s'occupent pas de leur vitrine digitale. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand je vois une page Google avec 3 avis et une note
note de 2,1. Je me dis, mais comment ça se fait que la personne n'ait pas pensé à travailler sur ce sujet-là avant de contacter Arthurine? Et on en voit... Elle est à 2,1 avant Arthurine ou après Arthurine? Heureusement, avant. C'est une boutade. mais voilà, et on le voit avec parfois des pages Facebook ou LinkedIn qui sont pas actualisées depuis 2015, 2019. On se demande même si le professionnel travaille encore. Donc voilà, ça c'est toujours des petites choses qui me choquent. Et c'est vrai que j'ai fait quelques webinaires avec l'équipe marketing là durant l'été pour remplacer mes collègues en vacances. Et on a utilisé justement ce thème-là de la disparition des réseaux sociaux et de Google, l'impact que ça peut avoir. Et c'était hyper intéressant. Donc voilà, il faut communiquer et je pense qu'on en a bien parlé aujourd'hui avec toutes les solutions qu'on a abordées. Merci. Loïc? Moi, toi, tu les côtoies aussi. Moi, on a beaucoup de courtiers en immobilier ou en crédit. Franchement, moi, j'ai pas beaucoup de mauvais élèves parce qu'en fait, ils sont déjà très sensibilisés au digital pour passer sur notre solution. Après, c'est vrai qu'ils mettent pas forcément tout ce qu'il faut. Est-ce qu'ils les utilisent bien? C'est ça. Ils ont plein d'outils, mais ils les mettent pas forcément en avant. Ils ont pas forcément l'idée de les mettre et c'est en ça où on est là pour entre guillemets les éduquer, c'est-à-dire que moi quand je prends un nouveau réseau, je regarde un peu tout ce qui existe au niveau digital, je leur fais une proposition en leur disant mais une proposition graphique déjà et une proposition avec regardez tout ce que vous mettez. Vous me proposez de mettre nom, prénom, photo et autres, mais regardez tout ce que vous avez. Il faut l'utiliser. Vous payez des services un peu partout, autant les mettre en avant sur les cartes de visite digitales. Donc, moi, il y a toujours des mauvais élèves parce qu'ils ont autre chose à faire parfois. Et c'est à nous, professionnels du digital, de les éduquer, les assister. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des mauvais élèves, il y a des très bons élèves, il y a de tout. Mais j'ai pas forcément d'idée qui me vient à l'esprit de mauvais élèves. Et puis en plus, je n'aime pas le citer. Oui. Tu vas perdre ton portefeuille de clients. Moi, j'ai un exemple qui me revient. C'est les courtiers qui communiquent sur, je ne sais pas si ça vous parle, le diagramme. Là, il y a deux courbes et puis il y a un espèce de rectangle plus ou moins aplati. Puis il va dire, là, c'est un meilleur prêt que le rectangle d'à côté qui est plus ou moins aplati que le prêt. Oui, ça demande toujours un petit peu de pédagogie quand on n'est pas initié. Faut utiliser nos outils. Des petites explications. De toute façon, ça, pour les rectangles aplatis. c'est un risque général à tous les métiers techniques quand ils deviennent commerciaux, c'est de s'enfermer dans un langage qui est abscon ou qui est éventuellement même pas audible ou, par rapport à ce que peut attendre le consommateur. Tiffany, on va finir avec toi. Alors ouais, plein de choses. En expérience personnelle, je n'ai jamais eu, depuis 10 ans que j'ai fait appel à mon courtier, aucune nouvelle de mon courtier. Ça, c'est mon expérience personnelle. Il se reconnaîtra peut-être s'il regarde la vidéo. Et du coup, chez Opinion System, on est un institut de sondage. À la base, c'est notre cœur de métier, donc on fait des sondages. Et que ce soit sur les courtiers en prêt immobilier, sur les agents immobiliers ou sur les assureurs très récemment, c'est quelque chose qui revient pour 70% des particuliers qu'on a interrogés. Ils n'ont pas de nouvelles de leurs professionnels. C'est du one-shot. C'était ce qu'on a parlé au début. C'est du one-shot et derrière, il ne se passe plus rien du tout. Donc ça, c'est un vrai problème où il faut communiquer toutes les valeurs de vos entreprises, de votre métier, tout ce que vous voulez mettre en avant. Il faut le faire par le biais de différents outils dont on a cité aujourd'hui, puis tous ceux qu'on n'a pas cités aussi. Mais c'est très, très important parce que les particuliers se sentent abandonnés, en fait. Et ils ne sont pas attachés à leurs professionnels. Et le jour où ils ont besoin de faire appel pour un nouveau prêt, pour un nouveau projet de vie, ils vont passer au concurrent, ils vont passer à celui qui... Oui, ou à l'opportunité. Ou à l'opportunité, exactement. Merci à toutes et à tous pour ces moments agréables et puis surtout pour votre compétence et votre franchise. Moi, je retiens que, faut entretenir le contact, faut être pertinent, faut pas faire du mass média, mais faut humaniser et rationaliser le plus la relation et la communication qu'on a différemment.
En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir au b.a.-ba de la communication, c'est-à-dire de cibler déjà ce qu'on veut, bien identifier la cible qu'on veut toucher. Merci à vous. Cette émission est terminée. À très bientôt pour une prochaine émission des fans du crédit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fans de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.